Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors ce qui va être dit ici n'a pas pour vocation à devenir une vérité universelle. Il ne s'agit ni d'un modèle à suivre, ni d'une règle définitive. C'est simplement un partage humain, une tentative d'observer cette expérience puissante qu'est l'amour. Alors je ne prétends pas définir ce qu'il est, je propose plutôt d'en faire un espace d'observation et de questionnement personnel, d'examiner son influence, ses effets, et la place qu'il prend dans la vie d'un individu. Car si nous croyons savoir ce que sont les sentiments, savons-nous vraiment ce que nos émotions viennent révéler en nous? Car il y a un moment que presque tout le monde connaît, un instant où tout semble évident. Le regard qui s'accroche, le cœur qui s'accélère, les papillons dans le ventre, l'impression étrange que quelque chose vient de se produire. Et forcément, à cet instant, on ne doute pas et on ne calcule pas. On ressent. Et ce que l'on ressent paraît si fort qu'il semble inutile de chercher plus loin. Pourtant, c'est précisément là que commence la confusion. Nous prenons l'intensité pour une vérité. Nous confondons la vibration émotionnelle à la compatibilité réelle. Nous croyons que ce qui nous bouleverse est forcément ce qui nous correspond. Or, l'émotion peut être puissante sans être fiable. On se trompe souvent sur la rencontre amoureuse parce qu'on confond deux niveaux de réalité. La vibration émotionnelle est liée à ce que ça fait dans notre corps, et c'est-à-dire la compréhension de ce qui se passe en nous, de notre chimie qui instille les émotions et la solidité du lien dans le temps. L'émotion agit très vite, elle est instantanée. C'est comme la fulgurance d'une décharge électrique qui traverse votre corps. C'est comme si cet instant nous figeait en inhibant notre capacité de réflexion, même pour quelqu'un de très rationnel. Pourtant, ce signal rapide n'est pas toujours un guide fiable. Une attirance forte peut être la résonance d'un manque ancien ou simplement d'un besoin de reconnaissance, voire même une projection inconsciente de soi sur l'autre. L'émotion amplifie ce sentiment. Le langage courant l'affirme depuis longtemps. Vous avez certainement déjà entendu « tomber amoureux, l'amour rend aveugle » ou « être touché par un coup de foudre ». Alors entre le coup de foudre, tomber amoureux ou devenir aveugle à cause de l'amour, faudrait-il choisir entre ça et rien? Alors même si ces locutions semblent dangereuses dans leurs termes, peut-être pourrait-elle avoir du sens pour vous. Une raison un peu cachée? Peut-être que ces moments de vie ont une importance capitale pour vous. Ces événements vous donneront la capacité de savoir ce que vous désirez et ce que vous ne désirez plus. Et ainsi, vous saurez vous positionner, sans tomber, sans être aveuglé, sans être figé pour aller vers quelque chose de plus lucide, de plus paisible, quelque chose qui vous ira mieux. Ces expressions décrivent bien votre état réel. Car nos impressions se modifient, nos impressions se troublent, et nous sélectionnons immédiatement ce qui confirme notre élan, et cela quoi qu'en disent les autres. Nous pensons que cette fois-ci, et au vu de l'intensité de l'émotion, et contrairement aux autres fois, c'est sûr, c'est la bonne personne. Il faut reconnaître aussi que la passion est un feu nécessaire, parce qu'elle attire, parce qu'elle ouvre, parce qu'elle permet d'aller vers l'autre. La passion donne alors l'occasion d'oser, mais aussi de s'engager. Elle éclaire certains aspects de nous, mais en laisse certains autres dans l'ombre. Sous l'influence de cette émotion, nous ressentons puissamment, mais nous observons très peu. Nous pouvons tomber amoureux de l'image de nous qui se reflète dans l'autre, plutôt que de ce qu'il est ou qu'elle est. La passion révèle l'élan. Mais révèle-t-elle la solidité? Lorsque l'intensité commence à se stabiliser, beaucoup interprètent cela comme une perte d'amour. En réalité, ce n'est pas l'amour qui disparaît, mais c'est l'excitation qui se régule. C'est à ce moment-là que la conscience peut entrer en jeu. La conscience est introduite par le temps. Elle observe les actes. Elle regarde comment l'autre traverse un conflit, assume une responsabilité, respecte une limite. Elle examine aussi nos propres réactions,
nos attentes et nos fragilités. Alors il est vrai que cette étape paraît bien moins spectaculaire, mais elle pourrait être bien plus instructive pour vous. Si nous refusons ce mouvement, l'effet peut devenir dévastateur, car si nous croyons que l'autre est la source de notre état intérieur, alors, dès que l'intensité baisse, la peur pourrait apparaître, mais aussi la jalousie, la colère. Nous cherchons à recréer la vibration initiale à chaque fois, et nous exigeons inconsciemment que l'autre continue à produire en nous la même exaltation. La dépendance, la jalousie, la colère peut alors se glisser là où nous pensions aimer. Il existe un domaine dans le couple où cette confusion devient encore plus intense. La sexualité. Dans l'esprit humain, la sexualité occupe une place majeure. Elle touche au désir, à la reconnaissance, au sentiment d'être choisi. Une forte alchimie corporelle nous prête à penser que le lien est juste. Pourtant, la sexualité n'est ni suffisante ni secondaire. Elle révèle un besoin particulier à un instant T, mais elle ne révèle rien. L'attirance et la sexualité a peut-être comme but, en début de relation, d'être simplement reproductives, comme deux êtres qui seraient attirés par un besoin de survie biologique pour la procréation, participant ainsi à la survie de l'espèce, et révélant en nous une sexualité plus animale. Elle peut être ludique, exprimant le plaisir du jeu, de la découverte. Elle peut aussi se réduire à une dimension purement lubrique. Elle se détache alors du lien et devient plus une décharge pulsionnelle. Dans ce cas, elle apaise temporairement, mais elle ne participe pas à la construction pérenne d'une relation. Mais une autre transformation est possible. Lorsque la conscience est présente, la sexualité change de nature. Elle n'est plus seulement pulsion ou performance, ou projection de soi sur l'autre. Elle devient un espace de rencontre réelle, un lieu où le corps, l'émotion et l'intention peuvent s'aligner. Elle peut devenir créatrice, non seulement de vie biologique, mais de liens, de confiance et de profondeur. Elle révèle alors la qualité du rapport entre deux êtres. Mais pour cela, il faut sortir d'une illusion répandue, celle que l'autre doit combler notre manque. Le manque fait partie de notre condition humaine, et le désir provient justement de cette incomplétude. Vouloir remplir ce manque à travers l'autre transforme le lien en tentative de réparation. La relation alors devient un moyen seulement pour cacher son insécurité plutôt qu'un choix conscient. Mais il existe un autre degré que l'on perçoit avec le temps dans la relation. Après l'élan passionnel vers l'autre, avec la prise de distance et surtout le retour à soi, par observation et par expérience, quand enfin on se rend compte que l'autre apporte une expérience supplémentaire à soi, et non un complément de soi, il se crée alors un espace où deux êtres peuvent construire ensemble. Et ce n'est plus alors ni une fusion aveugle, ni une séparation froide. C'est une relation consciente, où chacun reste distinct tout en participant à quelque chose qui dépasse l'excitation du début. Aimer demande du discernement, mais aussi une profonde honnêteté envers soi-même. Car le sentiment amoureux est une expérience intérieure avant d'être une histoire visible. Il ne se mesure pas à l'intensité des débuts, ni au récit des autres, ni au modèle que l'on projette sur lui. Chaque être humain vit l'amour depuis sa propre histoire, ses blessures, sa maturité. Comparer son lien d'amour à celui des autres est une erreur, car l'on compare des apparences extérieures à une réalité intérieure. Parce que votre perception de l'amour est liée à l'histoire qui vous a construit, conditionnant votre émotion et votre psyché. Il n'existe pas une forme unique de relation idéale. Ce qui compte, ce n'est pas de reproduire une intensité, ni d'atteindre un idéal romantique, mais de sentir si le lien apporte une stabilité intérieure, une clarté, une forme de paix. Lorsque l'amour est vrai, il ne se manifeste pas seulement par l'excitation ou la peur de perdre, ou la jalousie. La jalousie n'est pas un signe d'amour, tout comme la possession.
il s'accompagne d'une énergie plus paisible, plus stable, plus silencieuse. Il n'y a rien d'exubérant à l'amour. C'est fin et subtil. On sait sans savoir, Tout simplement. une sensation qu'on n'a pas besoin de forcer ou de défendre en permanence. Une impression d'accord intérieur qui ne dépend pas du regard des autres. Peut-être que le signe le plus fiable n'est pas le vertige des débuts, mais la tranquillité qui s'installe avec le temps. Une énergie qui ne crie pas, mais qui soutient. Une présence qui n'envahit pas, mais qui apaise, et cela, personne ne peut le mesurer à votre place. L'amour véritable ne se compare pas, il se reconnaît dans une paix intérieure que chacun pourra reconnaître lui-même. Alors si quelques-uns de ces mots ont résonné en vous, et que votre démarche à venir est de mieux gérer ces moments, sachez simplement qu'il n'y a pas d'erreur, que toutes vos expériences vous ont permis d'être aujourd'hui là où vous êtes, et vous permettront d'aller demain vers vos choix, vos envies, d'une manière plus sereine, de manière plus choisie, plus lucide, afin de ne plus être piégé par les émotions, Et ainsi ne pas être surpris d'avoir encore répété une histoire connue d'avance. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.